Le syndrome des sexlopresties est une entité rare qui concerne seulement 1% de l'ensemble des fractures de la tête radiale. De par son diagnostic parfois difficile à la phase initiale, seulement 1 cas sur 5 est diagnostiqué en aigu. Pourtant, le diagnostic initial est crucial, avec un impact pronostic majeur, puisqu'on estime à plus de 80% le taux de succès chirurgical en aigu. Tandis que les formes chroniques sont grévées d'un taux d'échec de 80%. Le syndrome des sexlopresties est une triade lésionnelle incluant une fracture de la tête radiale, associée à une rupture de la membrane interosseuse et plus particulièrement la bande centrale de celle-ci, et enfin, une atteinte de l'articulation radio-ulnaire distale liée à une lésion du TFCC. Il s'agit de 3 éléments indispensables pour le maintien de la stabilité longitudinale du cadre antébrachial. Chacun d'eux représente un verrou dont nous allons détailler les spécificités anatomiques et biomécaniques. L'anatomie de la membrane interosseuse doit être connue, d'une part pour comprendre la physiopathologie du syndrome des sexlopresties, et d'autre part pour en connaître les enjeux thérapeutiques. La corde oblique est la partie la plus proximale de la membrane interosseuse et à considérer comme stabilisateur de l'articulation radio-ulnaire proximale. La corde centrale est l'élément le plus important de la membrane interosseuse. D'une part, l'orientation de ces fibres du radius proximal vers l'ulna distal s'oppose à l'ascension radiale. D'autre part, des études biomécaniques ont montré son rôle prépondérant dans l'absorption des contraintes axiales. Enfin, la bande oblique distale, qu'on rattache fonctionnellement à l'articulation radio-ulnaire distale, y agit comme stabilisateur secondaire associé au TFCC. Le mécanisme lésionnel amenant à une instabilité longitudinale de l'avant-bras est assez stéréotypé, avec une chute sur la main, poignet en hyperextension et pronation, coude verrouillé. L'avant-bras est ainsi soumis à des contraintes axiales, essentiellement lors de la prise d'appui sur la main. En distalité, ces contraintes passent pour 80% dans l'articulation radiocarpienne. Ce rapport tend à s'égaliser à la partie proximale de l'avant-bras, via un transfert de charge permis par la portion centrale de la membrane interosseuse. La levée des verrous du cadre antébrachial va modifier cet équilibre. The Box Concept donne des éléments de réponse quant à la physiopathologie des instabilités et pseudo-instabilités de l'avant-bras. En bleu foncé est représenté le radius avec sa tête radiale. En vert, le verrou moyen schématisant la membrane interosseuse. Et enfin, en bleu clair, l'ulna et son TFCC. En cas de résection de la tête radiale, le verrou proximal saute, et la membrane interosseuse permet de maintenir une relative stabilité de l'avant-bras, en absorbant jusqu'à 90% des contraintes axiales. La corde centrale non lésée s'oppose à l'ascension du radius. Néanmoins, l'absence de tête radiale va entraîner une bascule ulnaire de l'axe du radius, occasionnant un effet d'ascension radiale. Il s'agit d'une pseudo-instabilité de l'avant-bras. L'instabilité longitudinale vraie ou syndrome des sexlopresties va donc se produire une fois que les 3 verrous seront atteints. La présentation clinique est aspécifique, prédominée par des douleurs du coude en lien avec la fracture de tête radiale. Dans cette situation, le clinicien doit être tout particulièrement attentif à des douleurs inhabituelles au niveau du poignet. L'examen clinique s'attardera alors à rechercher une instabilité radio-ulnaire distale. Dans les formes aiguës, le diagnostic peut et doit être posé au bloc opératoire. L'opérateur se retrouvant sur une chirurgie d'ostéosynthèse ou de prothèse de tête radiale constatera un effet de piston inhabituel du radius. Il peut également, en crochetant le col du radius à l'aide d'un davier, appliquer une contrainte latérale sur le radius proximal, ce qui révélera une laxité latérale anormale, confirmant la rupture de la membrane interosseuse. Le bilan d'imagerie est particulièrement utile pour le diagnostic des sexlopresties, aigus comme chroniques, et repose sur 3 examens. La radiographie standard doit être réalisée en première intention. Il convient d'être attentif et de réaliser de manière systématique une radiographie du poignet de face et de profil devant une fracture de la tête radiale avec anamnèse évocatrice. On recherchera alors une inversion de l'index radio-ulnaire.
Cependant, la radiographie standard peut être prise à défaut en cas d'ascension radiale minime. On pourra alors faire réaliser une radiographie du poignet en grasping. Celle-ci démasquera une inversion de l'index radio-ulnaire via le tonus musculaire qui majorera l'ascension radiale. L'échographie est utile principalement dans les formes chroniques. Il s'agit d'un examen peu coûteux, accessible et facilement reproductible, permettant de mettre en évidence une déchirure de la membrane interosseuse. En statique, on notera une discontinuité de la membrane interosseuse. Cependant, lorsque les berges lésionnelles sont proches l'une de l'autre, cet examen peut être mis à défaut. On pourra donc le compléter par une mesure dynamique. La sonde d'échographie est placée sur la face postérieure du bras. L'opérateur applique une pression sur la face antérieure de celui-ci. En cas de déchirure de la membrane interosseuse, on peut observer une hernie musculaire. Enfin, l'IRM, dont la sensibilité et la spécificité sont excellents pour diagnostiquer une rupture de la membrane interosseuse, est en pratique clinique indiqué pour les essexlopresties chroniques et reste peu utilisé de par son coût et son accès limité. La première description radiologique d'une instabilité longitudinale de l'avant-bras, associant une fracture de la tête radiale à une disjonction radio-ulnaire distale, remonte à 1946 avec Kerr & Coe. Mais ce n'est qu'en 1951 qu'Essexlopresty comprend le rôle de la tête radiale en cas d'instabilité du cadre antébrachial. En effet, jusqu'à cette période, le traitement de référence des fractures comminutives de la tête radiale consistait en une résection de celle-ci. Cela avait pour conséquence d'entraîner des déformations douloureuses du poignet chez certains patients, qui étaient donc atteints d'instabilité longitudinale. À la fin des années 80, Edward et Jupiter élaborent une classification du syndrome d'Essexlopresty basée sur la temporalité du diagnostic et le type de trait de fracture de la tête radiale. Le premier stade correspond aux lésions aiguës, dont la fracture de tête radiale est simple et pour lesquelles une ostéosynthèse peut être proposée. Cette ostéosynthèse doit être faite par une ou deux vis et doit donc être réservée aux fractures Mason 2. Le stade 2 correspond lui aussi à une instabilité aiguë, mais pour laquelle la prothèse de tête radiale sera nécessaire. Elle correspond à toutes les fractures Mason 3. En effet, l'ascension radiale constatée dans les instabilités longitudinales aura pour conséquence de majorer les contraintes radiocapitellaires. La prise en charge prothétique est donc à privilégier afin de limiter le risque de pseudarthrose et de balayage du matériel d'ostéosynthèse. Enfin, le stade 3 correspond aux formes chroniques, pour lesquelles, dans la grande majorité des cas, la prise en charge chirurgicale de la tête radiale aura déjà été faite, mais dont le diagnostic lésionnel précis, lui, n'aura pas été fait. Elle relève d'une prise en charge spécifique, incluant notamment une ostéotomie de raccourcissement de l'ulna que nous allons détailler. En effet, devant une lésion d'Essexlopresty. Si cette dernière est aiguë, il faudra toujours privilégier la prothèse de tête radiale pour les raisons biomécaniques que nous venons d'évoquer. La restauration complète de la stabilité antébrachiale après une arthroplastie de tête radiale fait le diagnostic de pseudo-instabilité. Dans le cas d'un authentique syndrome d'Essexlopresty, il est recommandé d'y associer une suture directe du TFCC, pouvant elle-même être protégée par un brochage sus-jacent à l'articulation radio-ulnaire distale. Certains auteurs préconisent d'y associer d'emblée une réparation de la membrane interosseuse. Ainsi, le verrouillage des 3 niveaux du cadre antébrachial n'est pas obligatoire et ne fait pas consensus. Mais cette approche maximaliste permet d'optimiser la stabilité longitudinale et de proposer une réhabilitation précoce. Dans les formes chroniques, la prise en charge de la fracture de tête radiale aura généralement été faite. Dans les cas de résection de tête radiale ou de pseudarthrose sur matériel d'ostéosynthèse, il faudra envisager la chirurgie prothétique. Une fois le verrou proximal sécurisé, il faut s'intéresser à l'articulation radio-ulnaire distale. En l'absence d'arthrose radio-ulnaire distale, il convient de faire une ostéotomie de raccourcissement de l'ulna afin de redonner un index radio-ulnaire physiologique, l'ascension radiale étant fixée. Puis, on y associera une ligamentoplastie de la membrane interosseuse afin de redonner la stabilité au cadre antébrachial. Dans les formes avec arthrose radio-ulnaire distale, la littérature ne permet pas d'établir une prise en charge consensuelle.
Les possibilités thérapeutiques sur l'articulation radio-ulnaire distale vont du Watson au One Bone Forearm. Il ne faut dans aucun cas considérer le geste radio-ulnaire distal comme salvateur de manière isolée, et il faudra toujours y associer une ligamentoplastie de la membrane interosseuse. Quelques précisions techniques sur la ligamentoplastie de la membrane interosseuse. L'objectif étant de s'opposer à l'ascension radiale, il convient de donner au greffon une orientation similaire aux fibres de la corde centrale, à savoir du radius proximal, soit 12 cm au-dessus de la styloïde radiale, vers l'ulna distal, environ 6 cm au-dessus de la styloïde ulnaire. Le rond pronateur ayant une insertion radiale respectant cette contrainte, on pourra le laisser pédiculer, puis l'orienter vers l'ulna distal. La technique la plus répandue lors des ligamentoplasties en aigu se fait via un matériel synthétique tel le tie rope. En chronique, les auteurs préconisent d'utiliser un greffon de semi-tendineux. Les principaux enjeux chirurgicaux sont d'anguler les tunnels transosseux d'environ 10 à 20 degrés par rapport à l'horizontale pour éviter un effet corde sur la corticale, puis de passer le greffon à hauteur de la membrane interosseuse en évitant une lésion du nerf interosseux postérieur, et enfin de fixer solidement le greffon sur la corticale opposée via un endobouton ou une suture du greffon sur lui-même. Pour conclure, le diagnostic pré- ou péropératoire des syndromes d'Essexloprestie aigus est difficile et trop souvent pris à défaut. Il existe donc deux formes d'Essexloprestie, l'un aigu de bon pronostic, l'autre chronique de moins bon pronostic. Le cut-off de 4 semaines souligne l'importance de son diagnostic d'emblée afin d'éviter les formes chroniques avec ascension radiale fixée. Enfin, retenez que les instabilités longitudinales vraies sont la conséquence de la levée des 3 verrous du cadre antébrachial que sont la tête radiale, la membrane interosseuse et l'articulation radio-ulnaire distale.